Bon, vous voyez bien les dias? Alors, on voit bien les dias. Super. Alors, j'ai choisi un titre un peu provocateur et un peu rigolo aussi pour cette journée qui était un petit peu, en gros, Retour au futur et si aujourd'hui c'était déjà demain. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on évalue un peu les méthodologies de foresight, se projeter en avant, on demande toujours d'aller se projeter 10 ans devant et d'avoir peut-être dans la tête des scénarios les plus absurdes ou futuristes possibles. Et donc, je me dis que c'est intéressant qu'on regarde peut-être en 3 temps ce matin ce qui s'est passé depuis 3 semestres et peut-être les constats qu'on a pu en dégager. Ensuite, je vous ferai un petit bouclard pour 2, 3 petites questions. De ce qui nous reste de cela, qu'est-ce qu'on en retient, les technologies qui sont venues peut-être enrichir notre quotidien et qu'est-ce qu'on a dans les mains actuellement. Et puis la troisième partie, elle va vraiment se consacrer aux tendances déjà actuelles qu'on voit en termes de numérique, mais aussi à vous présenter certains scénarios. Il y a pas mal d'articles dans la littérature qui font justement état d'une projection vers le futur et qui essayent d'identifier les futurs possibles, parce qu'on ne peut pas prédire le futur, mais on peut imaginer des futurs. Et vous allez voir que les scénarios qui sortent, ils sont assez surprenants parfois dérangeants, parce que ça montre des universités qu'on ne veut pas vraiment voir, mais j'en ai choisi 7 parmi la littérature qui sont assez différents l'un de l'autre, dont les caractéristiques peuvent certainement se combiner, mais qui représentent des choses qui sont potentiellement possibles, même si certains scénarios ne nous plaisent pas. Alors, je vais continuer ma présentation par la première partie et on va tous se rappeler en effet qu'on s'est retrouvé un jour de mars 2020 avec une vie qui a totalement basculé, tous les enseignants avec qui on travaille, vous en tant qu'enseignant, nous en tant que formateur, et finalement notre vie elle a basculé de ça à ça et on s'est dit waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au début on a une dimension outil qui a pris une place extrêmement trop importante, mais on n'avait pas vraiment le choix puisqu'il fallait du jour au lendemain presque fournir à tous les enseignants et nous fournir une série d'outils pour faire la visioconf, pour partager des vidéos, pour donner une interaction dans ces cours, pour structurer des choses. Et donc, on a eu donc pendant le premier temps de cette pandémie une espèce de pléthore d'outils qui est tombé sur les enseignants. On a animé des laboratoires, des séances de formation pour la maîtrise des outils, mais on s'est rendu compte malheureusement que l'aspect pédagogique est passé un peu derrière. Et dans la pratique enseignante, dans les pratiques enseignantes qu'on observe, même si beaucoup d'enseignants ont innové, il faut avouer que la majorité des enseignants a essayé quelque part de refaire ce qu'il fait dans sa salle de cours à travers un objet numérique, que ce soit une salle Zoom, que ce soit une vidéo. On a eu des enregistrements vidéo face écran de 60 minutes, on a eu des Zooms de 3 heures avec des écrans qui s'éteignent. Et donc, on a raté un peu le coche côté pratique enseignante, mais il y avait cette urgence qui s'est installée et au moins les enseignants ont pu tester quelque chose. Au niveau de la gestion d'espace, on s'est rendu compte qu'avec le comodal, notamment l'iFlex, ça apportait des solutions certes intéressantes, mais qui étaient extrêmement complexes à gérer. Alors, il faut savoir que historiquement, l'iFlex, il a 20 ans, et il est né au départ à l'Université de San Francisco pour une dynamique d'insertion des gens du monde du travail dans les cursus académiques. Et donc, il faut toujours avoir un peu un concept par rapport à son histoire. Et donc, si on a pensé des modes iFlex à l'université, ce n'est pas pour contrer une pandémie, mais c'est simplement pour permettre à des gens qui travaillaient de venir à distance ou en asynchrone ou synchrone, suivre les mêmes cours que des étudiants qui étaient dans la faculté. Un moyen peut-être de faire un cursus vers deux publics, mais les enseignants étaient formés à cela, la structuration des cours était accompagnée dans ce sens et la technologie suivait. Ici, on s'est retrouvé en septembre dernier, il y a un an, avec cette commodalité qu'on a dû imposer de manière un peu brutale et avec des enseignants qui, malheureusement, souvent se sont retrouvés aussi devant leur classe, devant leurs amphithéâtres, avec des problèmes techniques, ce qui, par rapport à la posture, est un peu dérangeant et qui les a fortement, on va dire, ennuyés. On a Jeff, vu aussi… excuse-moi de t'interrompre. On a un petit souci de projection. En fait, tu dois avoir la projection sur ton écran, mais ce n'est pas celle qui est partagée. On a uniquement ton PowerPoint qui ne bouge pas. D'accord, ah, c'est bizarre ça. Pourtant, moi, je suis en mode diaporama. Mais écoute, on va s'adapter. Je vais arrêter le diaporama et je vais peut-être… C'est bon, ça marche maintenant. voilà, je vais peut-être faire Ça ça. marche plus. Voilà, comme ça. Super. Voilà. Merci.
Ok, désolé. Donc, en gestion temporelle, on s'est rendu compte que donc les enseignants avaient peut-être la difficulté de gérer le temps de travail des étudiants et quelque part, finalement, on se voit peut-être moins, on se rend peut-être moins compte en salle de cours, quand ça dure 2-3 heures, qu'on perd l'attention des gens. Par contre, c'est un peu brutal de le faire sur un Zoom, puisque les écrans s'éteignent, etc. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a eu des difficultés à gérer le temps de travail de nos étudiants. Beaucoup d'enseignants ont surchargé temporellement les tâches de nos étudiants et on a rencontré quelques problèmes pour la gestion notamment des temps de pause ou des séances Zoom qui duraient 3 heures. On a aussi des conséquences qui interviennent au niveau humain, puisque finalement, gérer une classe dans un semestre sans jamais les voir, c'est quelque chose auquel nos enseignants n'étaient pas très habitués. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal d'abandon ou de disparition des étudiants qui se retrouvaient finalement assez isolés, avec peu de ressources pour apprendre, et peut-être des collègues enseignants qui avaient peut-être du mal à gérer une communication avec eux et à varier les supports au fur et à mesure d'un avancement de semestre. Alors, on a eu toutes des questions qui sont arrivées au niveau de la gestion pratique de l'e-assessment. Et là, on a vu pas mal de chimères qui sont apparues, puisqu'on imagine que l'étudiant, s'il fait un examen à la maison, en gros, il a un tuteur qui lui donne toutes les réponses, il est connecté au Natel avec tous ses copains, il peut avoir accès à des mails, à toute série de choses, mais au moins, on s'est posé la question de l'e-assessment, on l'a fait de manière importante, et j'espère et je pense que c'est quelque chose qui va rester, peut-être dans d'autres formes, plus d'examens faits sur ordinateur dans les salles de cours chez nous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à mon avis, est destiné à rester. Et puis, on ressemblait tous un petit peu à ça pendant cette période. Donc, faites-moi un pouce si vous ressemblez à ça. Ouais. Et donc, ça fait quelque part 3 semestres consécutifs que nos enseignants et nous, finalement, on s'est retrouvés à la maison à devoir animer des séances Zoom, gérer la production de documents multimédia, la vidéo, être capable aussi de faire à manger pour la famille en même temps. Et donc, voilà, on a vécu aussi une adaptation au télétravail qui a été assez complexe au début, mais qui peut-être pose question par la suite par rapport à ce qu'on veut réaliser. Alors, ce qui s'est passé il y a 1 an aussi, c'est que les gens comme nous qui amenions des solutions technologiques au début, pendant la crise du Covid, on a… tiens, j'ai ma caméra qui s'est figée, je vois. Non? Ok, c'est mon retour, désolé. On a à un moment donné pas mal d'outils qui arrivent et des choses qui permettent de sauver un peu les profs avec des Moodle, des vidéos, des WebEx, des Zoom, etc. Mais au fur et à mesure que la distance s'installait, on a rencontré des problèmes avec les enseignants qui commençaient un petit peu à avoir ras-le-bol de cette distance qui s'installait et qui ont attribué quelque part tous les défauts de la distance à l'outil. Et donc, on a eu cette émergence un petit peu de ras-le-bol des outils qui est apparu, et c'est quelque chose justement auquel on doit faire attention, puisque les enseignants avec qui on a travaillé depuis pas mal de semestres, les 3 derniers semestres, ils ont connu une expérience des outils numériques qui n'est pas une expérience dans les meilleures conditions. Et donc, chez certains d'entre eux, un rejet, un dégoût, voire un profond dédain peut s'installer. Et donc, il y a quelque part pour nous l'importance dans le futur de reprendre un petit peu une éducation par rapport à ces outils et le service qu'ils peuvent rendre à l'enseignement, parce que sinon, en gros, on risque de perdre pas mal de gens. Jeff, effectivement, on n'a plus ta vidéo. En tout cas, moi, je ne te vois plus, mais je t'entends très bien. Ok, ben écoute, je vais faire sans vidéo pour l'instant. Je vous propose un petit bouclage bientôt et on verra à ce moment-là. J'essaierai de voir ce que je peux faire pour la vidéo. D'accord, voilà. Merci. Ok, alors, il y a quand même des bons côtés à ça, c'est que finalement, on a tous été confrontés à quelque chose qu'on n'imaginait pas possible. Donc, en gros, malgré 20 ans de travail dur à long terme de chacun d'entre nous pour que les enseignants essaient le numérique, on avait souvent peut-être un nombre 15, 20, 25% de profs qui y allaient, mais pas assez d'après nous. Ici, 100% des profs ont dû être en contact avec le numérique, certains pour de bonnes expériences, certains autres pour de moins bonnes expériences, mais au moins, tant nos étudiants que nos enseignants, ils ont été enfin en contact avec un outil numérique.
Et donc, on a dorénavant je mets un certain recul qui s'installe par rapport aux outils numériques et aussi, quelque part, on est tous capables maintenant de faire de la vidéo, puisqu'en gros, je ne sais pas chez vous, mais à l'UNIL, c'est, je pense, 4500 vidéos par semestre qu'on a produit, qu'on continue à produire. Et donc, je pense que, voilà, il y a à boire et à manger, mais en tout cas, on constate qu'il y a pas mal de vidéos qui s'installent. Alors, chez nos étudiants, ce qui revient chez nous, ça revient peut-être chez vous, mais je ne suis pas sûr, mais je pense que oui, est fait, c'est que nos étudiants, en fait, ils voulaient évidemment revenir sur le campus, comme les profs, mais ils ne voulaient pas revenir sur le campus pour être assis dans un amphi toute la journée, mais plutôt vivre sur le campus d'autres expériences avec de la flexibilité. Et donc, nos étudiants qui ont eu la possibilité de vivre cette flexibilité en redemandent. Et donc, ce qui revient maintenant avec les étudiants qui reviennent sur le campus, c'est qu'en gros, ils ne veulent pas passer leur journée à attendre dans un amphi assis, mais ils voudraient peut-être des journées un peu plus flexibles, des journées pendant lesquelles ils peuvent, par exemple, suivre quelques cours en ligne, venir à quelques séances d'amphi, avoir une vraie vie sur le campus plutôt que entrer dans un campus et passer d'un amphi à un autre durant toute la journée. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous rendre sur WooClap. Donc, je vais aller mettre dans le chat le lien que j'ai mis ici. Et comme ceci, je vais pouvoir vous inviter à répondre à 2 questions. Voilà. J'arrête de partager. Est-ce que vous voyez tous le WooClap? Alors, moi, je le vois avec un peu de patience. Il est apparu maintenant. Voilà. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle valeur principale à retenir et garder avec vous dans les prochaines années? On vient de vivre 3 semestres compliqués par rapport justement à un usage du numérique, par rapport à une garantie de maintenir un enseignement de qualité. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est vous pouvez taper chaque fois plusieurs valeurs, mais les valeurs qui vont être avec vous durant les prochaines années. Alors, On voit que flexibilité prend beaucoup de place. Très bien. Je vous laisse encore une quinzaine de secondes et puis on va figer les réponses et essayer de voir un petit peu ce qui en sort rapidement. Voilà. Alors, si on fige un petit peu, je vous enverrai évidemment l'export aux collègues d'optique si vous voulez partager. Le mot flexibilité vient bien devant. Je vois bienveillance, ça me paraît extrêmement important. Et en effet, adaptabilité, créativité, autonomie, interactivité, c'est des valeurs qui sont tout à fait excellentes et en effet, qui vont devoir nous accompagner dans le futur. Alors, je vois qu'il y a 128 réponses, c'est très bien, vous êtes très réactifs, bravo. Alors, j'ai perdu ma caméra, mais je vais peut-être continuer sans, parce que sinon, j'aurais quitté Zoom ensuite pour la récupérer. Et je vous propose de passer à la question suivante. Alors, quel est d'après vous le plus gros challenge qui nous attend en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur maintenant? Une phrase, une expression, vous
pouvez liker celles des autres. Mais quels sont les challenges qui nous attendent? Je pense que la question va mettre du temps à arriver. Moi, en tout cas, je ne vois personne encore de connecté. Est-ce que vous voyez la question? Oui, c'est étonnant parce qu'on en envoie, mais j'ai l'impression… Ah voilà, ça Oui, vient. il y a un lag, voilà, ça commence, ouais. Ça commence à venir. On ne voit pas si les réponses ils arrivent. Voilà, Ah, elles voilà. arrivent. Il y a un Ok. certain lag, il y a un certain lag, je ne sais pas pourquoi ce matin, mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses déjà. Et ça, évidemment, je vous l'enverrai, c'est très intéressant. Vous pouvez liker celles des autres aussi si vous avez des choses qui sont redondantes, mais en tout cas, on voit déjà que ça foisonne de tout part et c'est très intéressant. On ne voit pas, par contre, les éléments des autres pour voter comme tout à l'heure. Ah non? Non. Ok, bah écoutez, c'est pas grave, je vous les partagerai de toute façon. Mais vous pouvez mettre cloud et ça va faire cloud. Oui, 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 ça aussi, oui. Mais je pense qu'en Word Cloud, le problème, c'est que je n'aurai pas toutes les expressions, vous voyez. Ah, d'accord. Donc, je préfère le faire comme ceci, peut-être comme ça aussi, voilà. Mhm. Et je pense qu'on voit mieux comme ça. Ok, alors c'est vrai qu'il y a énormément de réponses qui arrivent devant nous ici, qui sont des choses qu'on va devoir relever comme challenge. Je vois qu'il y a pas mal de challenges en lien avec l'écologie et l'environnement, en effet. Sortir de la zone de confort, développement des compétences, work-life balance, c'est clair, patience, humilité, rôle de l'enseignant, rester en présentiel, durabilité, clairement, ça revient aussi, numérique à bon escient. Oui, il y a une liste hyper intéressante. Alors, il y a pas mal de listes que vous avez partagées. Donc, moi, j'essaierai de les classifier en petits clusters et je vous les retransmettrai. Vous allez voir sur la première dia de mes slides, il y a un lien vers un Padlet que je mets à disposition de tout le monde avec les ressources dont je fais référence aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, j'essaierai d'ailleurs de faire un petit travail de clusterisation de vos propositions et de les proposer justement sur ce Padlet qui sera public et accessible à tous. Mais en tout cas, on voit que les challenges sont nombreux et que pour anticiper ces challenges, à nous d'être prêts à voir un petit peu ce qui se passe devant nous. Alors, pour voir un peu ce qui se passe devant nous, je vais arrêter ce partage et repartir vers les dias. Il faut d'abord se poser la question de ce qui nous reste. Alors, pendant la crise Covid, on a justement pu renforcer certaines choses qu'on n'avait pas. Bon, Moodle, on l'avait et c'est clair. Mais par exemple, à l'UNIL, on a un RecUnil qui est un système de média serveur qu'on n'avait pas avant. Et donc, on a la possibilité, actuellement, on a presque 100 Tera de données. On a vraiment un magnifique outil dans lequel les enseignants ont des chaînes vidéo qu'ils peuvent gérer eux-mêmes. C'est hébergé chez nous dans les data centers de l'UNIL. C'est un player vidéo avec des commentaires, donc on peut rendre vraiment interactif une vidéo et proposer aux étudiants de la vidéo sur laquelle ils peuvent avoir des commentaires. On a la possibilité d'enrichir la vidéo avec des documents et des liens supplémentaires aussi. Donc, la crise pandémique chez nous, elle a permis d'avoir un vrai média serveur et une gestion maintenant des productions audiovisuelles des profs pour les cours, mais aussi celle des étudiants, qui est gérée de manière centrale avec un outil partagé par tous. Zoom, évidemment, la question se pose de Zoom, ce qu'on va en faire, mais c'est clair que pour les universités qui ont fait le choix de Zoom, on a là un outil assez puissant pour faire des webinaires. Beaucoup d'enseignants ont estimé que c'était intéressant d'utiliser Zoom également pour des séminaires dans le futur,
parce que l'écho qu'on a eu de pas mal de profs, c'est que finalement, la division en groupe, l'interaction en direct avec les étudiants était quelque part plus facile et plus systématique dans une séance Zoom que parfois dans une salle de cours. Donc ça à revoir et à un petit peu regarder dans le futur, mais en tout cas, il y a une belle opportunité de se dire que même si on revient en présentiel, parfois, certains webinaires peuvent s'organiser toujours malgré un enseignement revenu en présentiel. La question de Moodle Exam s'est posée chez nous aussi à l'UNIL, et donc maintenant, on a une infrastructure d'e-assessment assez complète qu'on remobilise déjà en janvier, mais plutôt dans des examens de type BIOD avec lesquels les étudiants amènent l'ordinateur dans les salles de cours pour passer des examens, mais surtout, ça a permis aux enseignants de se rendre compte qu'il y avait des manières de faire un examen qui était rendu possible grâce au numérique. Et donc, je pense maintenant qu'on a pu améliorer quelque part nos pratiques d'évaluation grâce à l'introduction de tels outils. Et maintenant, on a des enseignants qui se posent des questions, notamment parfois un peu simples, mais une correction de dissertation en sciences sociales est très complexe parce qu'il faut déchiffrer l'écriture d'un étudiant. Un examen numérique permet une correction beaucoup plus rapide et pas une prise de tête pour les enseignants et les enseignantes au niveau de la correction. Alors, on a SpeakUp, on a WooClap qui amène l'interaction, on a Compilatio qui est un logiciel de détection des similitudes, et on a donc une série d'outils qu'on n'avait pas avant. Alors, ce qu'il faut se poser aussi comme question pour le futur, c'est un petit peu les évolutions des LMS. Jusqu'à la pandémie, on avait des LMS avec des activités classiques, poster des documents essentiellement, quelques quiz, des forums à animer, mais on se rend compte qu'il faudra aller un peu plus loin si on veut vraiment avoir un LMS qui puisse être un bon support d'apprentissage hybride. Et là, on doit aussi peut-être discuter avec Moodle. Je sais que Moodle 4 arrive bientôt avec une ergonomie visuelle extrêmement différente, mais au niveau peut-être des outils numériques, les besoins qu'on a rencontrés ne sont pas encore totalement rencontrés en général par les LMS qui sont plus classiques, mais il faudra quelque part les pousser à être un peu plus modernes dans leur développement. Au niveau des médias serveurs, je l'ai dit, la question c'est on produit des vidéos, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on met comme vidéo? Et donc, c'est important pour les universités maintenant de former les enseignants à la production de vidéos de qualité, mais aussi de leur fournir les moyens. À l'UNIL, on a créé une cellule de prod vidéo pédagogique, et il y a quelques exemples qui sont là, mais ça nous permet justement de réaliser des films avec les enseignants qui ont une plus-value pédagogique et qui deviennent de beaux objets d'apprentissage, et peut-être pas des enregistrements devant ordi qui durent 60, 70 ou 80 minutes. Et donc, Media Server, ça va, mais ça doit être couplé avec un service de soutien à la production ou la mise en œuvre de moyens dans lesquels les enseignants peuvent investir pour produire eux-mêmes une qualité importante de vidéo. L'exemple que vous voyez à droite, par exemple, c'est un enseignant qui vient dans une salle, il y a un beau cadre, il y a une belle lumière, et ce sont ses dias à côté, mais je trouve que le rendu est assez intéressant quand on travaille avec lui au niveau de la qualité de ses visuels. Alors, il y a aussi des systèmes de captation de cours qu'on a dû créer et insister dans une installation, on va dire, d'urgence. Et donc, chez nous, à l'UNIL maintenant, on a 65 salles installées, il y en aura 95 à partir de février 22. Alors, je sais qu'enregistrer des cours n'est pas quelque chose qui est vu comme quelque chose de très moderne ou très pédagogique, mais je vous rappelle, enfin, je vous renvoie aux travaux d'Emilie Nordman, que je partagerai dans le Padlet aussi, qui montre que dans les méta-analyses qu'elle a réalisées, enregistrer des cours, ce n'est pas anodin comme chose. Ça permet un travail avec le prof de meilleure scénarisation de son cours par rapport à la gestion du temps, mais ça permet surtout au niveau des bacheliers et des jeunes étudiants qui rentrent à l'université d'être une aide à la réussite. Une aide à la réussite parce que l'étudiant peut revoir les capsules, peut, par exemple, s'il n'est pas natif francophone ou dans la langue d'apprentissage, avoir un support qui permet justement de combler ces lacunes-là. Et il est aussi montré dans la littérature que l'enregistrement de cours est bénéfique pour les étudiants qui ne sont pas issus de milieux économiques qui viennent de l'université, en gros. Donc, la captation de cours, elle mérite d'être réfléchie et elle mérite d'avoir un avenir. Et cet avenir doit être réfléchi de manière pédagogique et plutôt en fonction des populations que l'on met à disposition. Le système d'e-assessment, on en a parlé, on est maintenant équipé avec ça et c'est très intéressant. Une chose qui est extrêmement importante et que la pandémie a révélé,
c'est que si on veut regarder vers l'avant et avoir une espèce de futur possible en termes de technologie numérique pour l'enseignement, il faut vraiment développer les compétences numériques des enseignants. Donc, le modèle DISCamp est un bon modèle. Il y a beaucoup de projets en Suisse de Digital Skills, de P8, de Swiss Universities qui permettent de le faire. Mais c'est important qu'on se pose tous la question des compétences numériques qu'un enseignant doit développer. C'est important qu'on intègre ces compétences dans la dynamique de son développement professionnel. Et pour moi, ça devient extrêmement important aussi de penser à cette dynamique en termes de carrière. C'est à nous maintenant, experts en pédagogie, experts en numérique, à produire des ressources. Et là, j'invite tous les collègues suisses, français, belges à mettre les choses en commun parce qu'on est tous en train de réfléchir à cette question et on est tous en train de faire des contenus de nos côtés. Et je pense que finalement, si on montait un réseau de Open Education Resource qu'on peut se partager sur la formation des profs à ces compétences numériques, bah, je pense qu'on serait tous gagnants dans l'affaire. Voilà. Alors, la question des compétences numériques, elle se pose surtout pour le futur aussi par rapport aux étudiants. Utiliser la captation de cours, on doit former l'étudiant à le faire à bon escient. Utiliser des supports numériques pour apprendre différemment, ça nécessite aussi une éducation de nos étudiants. Et dans pas mal de cours, on voit des enseignants qui commencent à demander la production multimédia des étudiants aussi. Et donc là aussi, il y a une réponse de formation à amener aussi. Alors, maintenant qu'on a fait le constat et qu'on a vu ce qui nous reste plus ou moins, on va regarder un peu vers l'avant. Et il y a quelques tendances qui sortent quand on lit un peu la presse, enseignement supérieur et on va dire, oui, enseignement supérieur et technologie. La première tendance, c'est l'intelligence artificielle. On voit par exemple que l'Université British Columbia, elle a déjà mis en place des avatars qui délivrent des réponses automatiques à des étudiants. Et donc, bon, je ne suis pas un grand fan de l'AI. L'AI, pour moi, elle nécessite de l'humain derrière, mais c'est une tendance future qui s'installe. Cette tendance de l'intelligence artificielle est de plus en plus systématiquement utilisée dans l'enseignement supérieur. Alors, que l'on aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une tendance, et quand il y a une tendance qui s'installe, il faut prendre un peu de recul, l'analyser et voir ce qu'on peut en tirer ou pas. Si on ne peut rien en tirer, on n'installe pas, mais ça des choses, c'est des questions qu'on va devoir se poser, nous également. Deuxième chose qui apparaît en termes de tendance pour le futur, c'est vraiment tout ce qui est data analytics pour l'éducation. À l'heure actuelle, on a des enseignants qui travaillent sur des systèmes numériques, des plateformes, la vision de vidéo, et finalement, on se rend compte que tout cela est producteur d'une grande quantité de données, mais que ces données, on ne les traite pas systématiquement et surtout, on n'apprend pas à l'enseignant à les traiter. Il y a assez de données déjà actuellement dans Moodle, par exemple, sur les médias serveurs pour vous rendre compte de l'usage que vos étudiants font des ressources pédagogiques que vous mettez à disposition, le moment auquel ils les mobilisent, généralement souvent en fin des examens. Et donc, peut-être mettre en place, peut-être dans nos services universitaires, une politique systématique de traitement et d'analyse des données pour fournir un maximum d'indicateurs aux enseignants et apprendre aux enseignants à connaître ces indicateurs, à les identifier eux-mêmes et peut-être alors avoir un regard réflexif sur leurs cours et leurs pratiques en fonction de ce qu'ils ont comme données. La troisième tendance qui revient assez fort quand on voit un peu les tendances qui se positionnent devant nous, c'est le blended learning qui devient un modèle plus global, plus généralisé. Je ne connais pas la réalité de vos universités. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs universités et je pense qu'il y avait dans ces universités peut-être à peine 5 à 10% des enseignants qui faisaient vraiment ce qu'on appelle du blended learning et que finalement, c'est un modèle qui a fonctionné ici et certaines universités comme celle de Northeastern ici commencent justement à équiper pas mal de salles de classe, à équiper pas mal de budget pour que les salles et les cours deviennent vraiment des lieux hybrides pour proposer un enseignement flexible et un enseignement hybride. Alors, la question des locaux, des espaces d'apprentissage se pose. Les espaces d'apprentissage, ça ne s'agit pas uniquement de ce qui se passe en salle de classe, mais de salles de travaux d'étudiants ou d'équipements de tiers-lieux en endroit de travail. Mais en tout cas, la question, c'est une tendance de commencer à plus systématiquement proposer du blended learning. Une autre tendance qui vient devant nous, c'est peut-être l'émergence plutôt, il y a une petite erreur de frappe, des Open Education Resources. Alors,
Attention, Open Education Resource n'est pas Open Access. Une ressource éducative, c'est quelque chose qui est un objet qui sert à apprendre. Alors, ces repositoires qu'on trouve d'Open Education Resources, c'est quelque chose qui va devenir assez important parce qu'en fait, on a des étudiants qui sont devant un monde de l'information qui est extrêmement varié et dense et que peut-être commencer à produire des ressources d'éducation ouvertes pour que chacun puisse avoir accès à des savoirs, mais des savoirs qui sont augmentés par une activité pédagogique, c'est une tendance qu'on voit poindre à l'avenir et sur lesquelles on va devoir être assez attentif. Une autre tendance qui va s'installer, c'est la tendance des microcrédits. Donc, les microcrédits, c'est les universités qui vont pouvoir commencer à proposer des cours de courte durée, des badges, des certificats, des universités d'été, des camps d'entraînement, simplement prendre des cours existants, leur donner une dimension hybride et du coup les ouvrir aussi à d'autres publics que nos étudiants habituels. Et donc ça, c'est une tendance qui s'installe aussi, de pouvoir proposer dans le cadre de la formation continue certains cours qui font partie du cursus universitaire dans des modules ou dans des programmes un peu de formation continue délocalisés qui permettent de délivrer des microcrédits ou toute forme de certification. Autre chose qui s'installe aussi, c'est peut-être mettre davantage d'investissement dans un apprentissage en ligne de qualité via l'innovation technologique. Donc, c'est toujours être capable de mener dans le futur ces deux objectifs principaux, avoir un palier d'éducation numérique de base où on a les enseignants qui savent vraiment faire un cours de blended learning minimum, des contenus supplémentaires en ligne, des espaces d'apprentissage pour nos étudiants, sans avoir une technologie extrêmement innovante, mais à côté de ça, continuer à soutenir, comme par exemple l'Université d'Auburn, la création de musées virtuels, de microscopes, de slide viewers, de peut-être mettre en œuvre des stratégies d'évaluation de travail de laboratoire virtuel. Donc, je pense que là, il y a un grand défi pour nous aussi de pouvoir assumer une base forte à tous, mais aussi de pouvoir ensuite garder en tête qu'il est toujours aussi important d'aller dans l'innovation d'enseignement avec les enseignants qui souhaitent y aller. Donc ça, c'est 6 grosses tendances qu'on voit un petit peu dans la littérature actuelle. Et ce que je vais vous demander aussi maintenant, c'est de retourner sur WooClap, de revenir sur le lien pour la dernière question que je voulais vous poser aujourd'hui. Je me connecte, voilà. Et donc, j'ai listé un peu ces 6 tendances et je vais vous demander de les pondérer. Ça veut dire que vous avez chacun 100 points à distribuer dans les 6 tendances. Et d'après vous, quelle est l'importance de ces tendances dans l'enseignement supérieur de demain? Et donc, vous avez 100 points à répartir sur 6 catégories et on va voir un petit peu s'il y a des choses qui ressortent. Peut-être, Hervé et Nathalie, ce que je vais essayer de faire pendant que les gens répondent, c'est que je vais me déconnecter du Zoom et me reconnecter, comme ça je récupère ma caméra. Oui, on ne panique pas. Ça marche, merci.
Voilà, vous m'entendez à nouveau? Voilà, désolé, j'ai dû changer de caméra. Tout bon. C'est tout bon. On t'entend et on te voit. Oui, c'est bien. Mais alors, enfin, c'est bien, je ne sais pas si c'est bien en tout cas, mais C'est très bien. C'est très bien. voilà. Donc, je vais vous partager du coup le WooClap en question sur lequel on travaille actuellement. Voilà, tac. Et on va voir un petit peu la place de pondération que vous attribuez. Je vais laisser encore 2 petites minutes aux collègues. Ah, ça aussi, je vous partagerai après, hein. Je vais laisser encore quelques minutes aux collègues qui veulent euh, compléter leur réponse. J'ai 34 personnes qui ont répondu. Merci beaucoup pour les partages a posteriori. Oui, oui, il y a des choses super intéressantes. Et ce qui est rassurant pour moi, c'est de voir que, enfin rassurant, le blended learning généralisé, les innovations technologiques au service d'un enseignement de qualité, les OER, Data Analytics pour l'éducation, sont des choses qui ne sont pas très complexes à portée de main, je trouve, qui sont assez à portée de main, et qu'on ne va pas vers l'intelligence artificielle. Voilà. Le microcrédit, c'est une approche un peu plus commerciale, mais elle est nécessaire aussi à avoir dans les universités. Et tant qu'à produire des cours de qualité, en effet, autant être capable de les monétiser ailleurs, puisqu'il y a un marché pour le faire aussi. Et c'est quelque part une valorisation de l'existant à mettre en œuvre. OK. Mais écoutez, je vous propose de nous arrêter là pour ce partage, à moins que peut-être quelqu'un veuille prendre la parole par rapport à ces questions-là. Très bien. Alors, pour essayer de finir cette petite discussion qu'on a ensemble, je reviens sur le partage des DIA. Voilà. Et je voulais vous revenir un petit peu en parlant du futur et revoir un petit peu certaines initiatives qui existent. Alors, on n'aura pas le temps de travailler sur des scénarios, mais je vous les donne et vous réfléchirez à la maison parce que c'est ce qui se projette potentiellement avec des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais je vous recommande d'aller lire ce que Stanford a réalisé. Stanford, en 2015, a lancé l'initiative qui s'appelait Stanford 2025. Donc, comment notre université va être en 2025. Et donc, si dans vos universités, on vous demande de vous projeter sur le futur, ne vous projetez jamais 5 ans en avance, c'est minimum 10 ans. Parce que 5 ans, c'est le bout du nez, c'est le temps d'un dicaster, c'est le temps d'une direction, mais non, quand on vous demande peut-être de réfléchir avec votre direction sur le futur de l'enseignement de votre institution, rappelez toujours que 10 ans est une bonne échelle de discussion. Alors, Stanford, il a mis en place cette expérience qui se trouve en ligne sous ce lien, et il y a 4 grosses tendances qui ont sorti et qui sont déjà en train d'implémenter. Open Loop University, Paced Education, Axis Flip and Purpose Learning. Alors, quand on voit l'Open Loop Universities, là, c'est passé d'un endroit où les étudiants ont 4 ans de classique de cours avec une première année, une deuxième, une troisième, une quatrième année au début de l'âge adulte, et ensuite un enseignement qui délivre un diplôme. Alors, dans l'Open Loop Universities, les caractéristiques qu'ils ont développées ici, elles sont indiquées ici. Ça veut dire qu'en gros, on propose plus que les diplômes s'étendent sur 6 ans et que les gens alternent de la présence à l'université pour valider certains crédits avec de la présence plutôt dans le monde du travail. C'est de l'alternance à la Suisse, mais appliquée à l'université. Et en gros, on leur dit plutôt de mélanger les expériences et de vivre entre la vie réelle professionnelle et l'université, avec cette idée d'avoir des boucles ouvertes d'apprentissage qui s'installent. Et il faut savoir qu'à Stanford, il y a déjà 4 bachelors qui sont disponibles sous cette forme-là. Donc, première chose, c'était un exemple de ce que ça peut être, Open Loop Universities. Le deuxième, c'est Paced Education. Et là, c'est plutôt que d'avoir 4 années en 4 blocs, on propose aux étudiants d'avoir 3 phases dans leur apprentissage. Une phase qui est une phase, on va dire,
une phase, toujours 6 ans, 3 phases, une phase pour calibrer. Donc, quand on calibre, ça veut dire qu'on va voir plein de cours différents pour voir un petit peu ce qui nous intéresse pendant un certain nombre de temps, et on prend plein de petits cours différents. La deuxième phase, on va préciser les cours qui nous intéressent et on va se spécialiser dedans. Et puis, la troisième phase, en gros, on va affiner notre connaissance pointue dans un de ces domaines-là qui va devenir notre spécialité. Vous voyez, on part d'une entrée à l'université avec un maximum de possibilités de choisir des cours. On peut prendre un cours de socio, un cours de biologie ou des choses comme ça. Une première phase où je touche un peu à tout. Une deuxième phase où j'identifie quelques champs dans lesquels je vais prendre des cours de spécialisation. Et puis, quelques cours finaux de haute spécialisation dans les domaines qui m'intéressent et que je voudrais absolument appliquer dans mon quotidien professionnel. Et là aussi, dans la paced education, toujours des moments où on peut sortir de l'université et y revenir. C'est déjà en place chez eux aussi. L'axis flip ici, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la matière qui devient le topic, le sujet principal du bachelor ou du master, c'est les compétences. Et donc, c'est qu'on offre aux étudiants des parcours universitaires liés à des compétences qu'ils veulent développer et plus liés à des matières. Là aussi, si vous allez consulter leur document qui est extrêmement complet, je pense qu'il y a 2 masters maintenant chez eux qui commencent à tourner comme ça, où on liste des compétences plutôt que des matières à maîtriser. Et enfin, le 4e axe, Purpose Learning, est là, c'est prendre l'étudiant et lui demander d'avoir un projet humain personnel, une mission qu'il se donne, et de suivre les cours qu'il va pouvoir utiliser pour développer les compétences qu'il a besoin pour réaliser sa mission. Et donc, ce sont des étudiants qui ont des projets de vie, des projets sociétaux, que l'université encadre et renforce pour des projets. Ils passent leur temps entre le développement de leurs projets et l'avenue à l'université. Et là aussi, ces 4 visions de l'université, Stanford est déjà en train de les appliquer en manière pilote à certains cursus, mais voilà un petit peu, quand on réfléchit sur le futur, les choses qui arrivent. Alors, je voulais vous présenter 7 scénarios, mais je vais vite, pour laisser un peu de temps à une discussion et des questions. Il y a pas mal d'articles qui voient des universités du futur, et en fait, il y a un scénario 1, c'est l'université Think Tanks for Hire. Ça veut dire que c'est, en gros, il y a beaucoup d'étudiants endettés, la hausse du chômage, des compétences à l'embauche qui sont plus très importantes. Et en gros, dans ce modèle universitaire, on réduit les effectifs, on est hyper effectif, on fusionne avec l'industrie, on a une université qui forme pour le travail. Alors, je pense qu'il n'y a personne qui mettrait un pouce en avant là-dessus, on n'en veut pas, mais c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive déjà dans certaines sociétés. Donc, quelque part, une hyper-spécialisation de la préparation de l'université pour le monde de l'embauche et donc, quelque part, des visées entreprises qui s'installent à l'université. 2, c'est des universités qui collaborent pour une durabilité locale. Donc, c'est un ensemble d'universités régionales dans le paysage académique qui offrent un enseignement à tous. Et donc, l'identité régionale, elle s'éclipse. En fait, on propose tout type de contenu, mais il n'y a plus vraiment d'université qui garde son nom. Et en fait, c'est plutôt dans les régions que l'université s'ancre, plutôt que dans des matières spécifiques. Tous ces scénarios sont développés dans la littérature, vous aurez les liens après. Le 3e, c'est l'université comme Leading Knowledge Creation. Donc, le secteur, il est de plus en plus petit, il y a moins en moins de premier cycle, parce que l'industrie attire principalement des étudiants en temps partiel. Donc, voilà. Et puis, quelque part, l'université est restée un château sur la colline qui produit un gros niveau de connaissances et qui effectue beaucoup de recherches théoriques, mais qui diffuse très peu ce qu'elle fait. Le scénario 4, c'est Champions de MOOC. Donc, c'est vraiment une université dans laquelle les MOOC dominent, où en fait, on propose pas mal de formations en ligne. On a une ouverture totale par rapport aux étudiants et des étudiants qui se concentrent sur le contenu en utilisant les ressources disponibles sur le web. Et donc, on a de moins en moins de cours en présentiel et des organismes d'accréditation qui se créent un peu partout pour valider ça. Liberal Arts College, ça veut dire que cette université est basée sur les compétences plutôt que sur les matières, en se concentrant sur ce qui est nécessaire pour participer à l'économie moderne. Donc, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans ce que Stanford propose. C'est une université basée sur les compétences plutôt que sur la matière. Scénario 6, c'est Earth Universities, où là, en effet, tout est technologique. La connaissance est partout grâce au numérique et peut être là pour proposer de manière globale une économie de l'éducation à l'ensemble des participants. Et le scénario 7, c'est le centre d'examen,
où en fait, on a tellement peu innové et modernisé nos cours que finalement, les universités ne deviennent plus que des centres de validation de compétences et d'examens. Et en gros, les gens vont prendre des cours ailleurs et comme dans les centres de langue, viennent valider les examens chez nous. Donc, j'aurais bien aimé qu'on imagine ça. Sachez que quand on réfléchit sur le futur, on pense à des futurs possibles. Et en fait, chacun des scénarios, là, malheureusement, est possible. Il y en a des positifs, des négatifs. Mais quand on va creuser un peu la littérature de foresighting, on se rend compte qu'il y a une vingtaine de scénarios des futurs de l'université qui sont proposés. Il n'y en a peut-être aucun qui arrivera là, mais je pense que ça donne un panel, peut-être des choses auxquelles nous, on doit être attentifs. Voilà un peu pour les scénarios et j'ai fini tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Jeff, pour cette mise en bouche. Je retiens l'idée d'adaptation aux outils. On en est là, si j'ai bien compris, sur le début de ta conférence, ainsi que le développement des compétences à la fois chez les enseignants et puis effectivement chez les étudiants, quelque chose qu'on trouve très important de manière générale et aussi qu'on retrouve systématiquement dans les scénarios proposés. J'ouvre la partie aux questions. Je vous écoute. N'hésitez pas à lever la main si on ne vous voit pas. Ouvrez votre micro et puis simplement intervenir avec notre speaker. Peut-être avant la première question, moi je propose qu'on allume nos caméras, nos micros, puis qu'on l'applaudisse quand même parce que c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup Jeff pour ce partage qui nous fait nous projeter dans l'université du futur de manière extrêmement sympathique. Alors merci beaucoup. Après ce moment de gloire partagé, que j'espère Jeff acceptera avec plaisir, quelques questions. On vous écoute. Je me lance. Merci. Oui. Donc, merci beaucoup, Jeff, pour cette présentation effectivement fort inspirante. Ils arrivent maintenant juste aux questions vers la fin. Des gens qui… Oui, c'est bon. Je continue? Oui, on a coupé la parole à… Bonjour à tous. Donc, merci pour cette intéressante présentation, effectivement. Ma question, effectivement, c'est celle qu'on rencontre souvent, pas seulement dans la formation supérieure, mais également dans une formation plus au niveau professionnel, c'est de voir des étudiants auxquels on attribue toujours un sixième doigt qui dit, de toute façon, ils sont nés avec l'informatique, donc ils savent utiliser l'informatique. Et j'ai l'impression qu'on parfois, on se trompe un peu et que vous avez parlé de la formation des enseignants et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est de la formation des étudiants. Est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'on part du principe qu'ils sont nés là-dedans, ils le savent, ou bien est-ce qu'on propose aussi effectivement un accompagnement de ce processus de formation qui doit vraiment être dans un aller-retour entre l'enseignant et les étudiants? En fait, vous touchez le doigt sur quelque chose qu'on oublie très fréquemment et qui est extrêmement important. C'est en effet comment développer des compétences digitales de nos étudiants pour apprendre. On ne sait pas des digital natives, j'aime pas le terme comme vous. Et donc, à l'UNIL, on a un projet qui se lance avec Unidistance aussi pour vraiment développer des ateliers de formation pour, en gros, quelles compétences numériques j'ai besoin pour apprendre. Par exemple, savoir gérer un logiciel de prise de notes quand je prends des cours, avoir un regard critique sur l'information, être capable de la collecter, de la gérer de manière éthique, produire du multimédia avec un attel quand, par exemple, dans mes cours, je dois le faire. Donc, c'est extrêmement important. Et je vous invite vraiment à lire Emily Nordman sur la captation des cours parce qu'elle a fait un petit fascicule très, très bien qui apprend aux étudiants, en gros, quand tu as des cours enregistrés, quelles sont les compétences que toi, tu dois avoir pour les utiliser à bon escient. Et vous avez tout à fait raison, il faut absolument jamais oublier la formation des étudiants. Et nous, on l'a mis en œuvre dans un projet commun avec Unidistance. Et on a aussi la volonté de créer des ateliers lab dans lesquels on mélange étudiants et profs. Parce que je pense que c'est une relation assez intéressante face à l'objet numérique. Merci beaucoup. D'autres questions?
Peut-être juste pour compléter le propos, nous, on se penche aussi sur le troisième élément, c'est qu'il y a les étudiants, il y a les profs, mais il y a aussi toute la partie institutionnelle, où l'institution ne peut pas rester en retard par rapport aux deux autres cohortes, sinon ça ne fonctionne pas. Si tout se passe au niveau numérique pour l'enseignement et puis tout le reste capote, on va dire ça comme ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a encore ce pas-là à faire au niveau institutionnel. Oui, et au niveau institutionnel, il faut aussi se poser la question de la gestion du numérique dans la gestion totale. Ça va de la gestion du parking à l'accès aux salles de cours, à l'accès aux étudiants de salles de formation. Ouais. D'autres questions? Ou peut-être C'est juste vrai. une demande, pardon, je coupe la parole, c'est juste la référence d'Émilie Norman, elle sera aussi sur le Padlet, parce que c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de regarder ses travaux. Merci. Oui, je le mettrai sur le Padlet cet après-midi. Je vais le compléter jusqu'à lundi. Donc, gardez l'adresse et venez voir dedans. Et rajoutez ce que vous voulez vous aussi. C'est l'objectif de ce genre d'objet. Merci. Jeff, c'est pas tellement une question, c'est plus une réaction pour abonder dans le sens de la proposition que tu as faite dans le cours de ton exposé, quand tu évoquais la grande richesse qu'il y aurait à mutualiser les efforts de production en accompagnement sur ces enjeux de compétences numériques du côté des enseignants et des étudiants. Parce qu'on l'a vu tout au long du colloque, en fait, il y a une belle unanimité autour d'un certain nombre de référentiels et il y a immanquablement des productions qui vont devoir se faire. Et puis, on a vu aussi beaucoup de très, très bonne qualité qui ont été partagées par nos collègues suisses. Donc, vraiment, je réagis très positivement à ton appel de ce point de vue-là. Surtout qu'il y a un appel belge en cours au niveau de la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a un appel chez vous qui se crée, il y a un appel en Suisse. Je ne connais pas les appels en France, mais en effet, Optique pourrait jouer un rôle là-dedans de centralisation un peu de nos ressources et de nos volontés. Peut-être une piste pour les activités à venir. On garde cette idée bien chaude. Peut-être une dernière question un peu provocante, juste pour profiter avant la pause. On a parlé du numérique, ça paraît relativement intéressant. Il y a quelque chose qu'on a complètement passé sous le tapis, j'ai l'impression, c'est l'impact du numérique sur le réchauffement climatique, par exemple. Ça a l'air propre, ces trucs, mais on sait que c'est tout sauf propre et qu'on va au-devant d'une catastrophe terrible. Et les data centers sont aujourd'hui de plus en plus pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on réfléchit à ça et quelle éducation il faudrait avoir par rapport à cette problématique? Qu'est-ce que tu en penses, Jeff? J'ai envie de te dire qu'il y avait de la friture sur la ligne, mais… Non, c'est clair qu'en fait, on ne peut pas développer ici. On est en changement de direction à l'UNIL, donc on est en train de faire le plan d'attention. Et on a une phrase qui est extrêmement importante pour nous, c'est développer le numérique en lien avec les grands enjeux sociaux. Et donc, il n'y a pas que la durabilité et l'environnement, il y a l'égalité, il y a pas mal de choses. Et c'est clair que il faudra réfléchir sur la pertinence d'avoir des data centers quand c'est le cas et quand on en a besoin, et peut-être pas storer des données qui ne servent à rien non plus. Et donc, il y a clairement au niveau de l'hygiène numérique un travail à faire, mais il y a l'hygiène numérique micro et macro, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement le data center qui va user, c'est peut-être aussi chaque individu. Et donc, je pense qu'il y a clairement, par rapport aux compétences digitales, un élément à mettre en œuvre par rapport à l'adaptation du digital aux grands enjeux de la société. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a basculé dans le numérique avec la pandémie et puis on ne s'est pas rendu compte, en fait, on a peut-être un peu moins roulé avec nos voitures, comme le disait Marc-André Bercla tout à l'heure. Par contre, qu'est-ce qu'on a dégagé comme CO2 en mettant tout et n'importe quoi et une multitude de fois la même chose sur des clouds divers et variés. C'était par rapport à ça et aujourd'hui, on oublie cette dimension alors que c'est une dimension fondamentale dans toutes nos institutions puisque c'est un des critères d'accréditation de nos écoles, le développement durable. Puis on a tous chauffé nous-mêmes devant Zoom quand on se trompait, quand on avait des erreurs. Donc, on a aussi été producteurs à la hauteur des vagues suisses de CO2, j'imagine. Très bien. Désolé pour ce petit intermède un petit peu glaçant sur la fin. Pas glaçant, il est pragmatique et très important. Chez nous à Sierre, je me rends compte qu'il est 10h06. D'ailleurs, on s'en rend bien compte parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais le soleil est bien présent. C'est juste pour embêter mes amis suisses qui sont sous le stratus, dans le reste de la Suisse, j'imagine.
Je vous propose de clore cette partie et puis de se retrouver dans la partie Carnotset afin d'avoir une pause. Et pour repartir, Nathalie, tu me diras si je me trompe, c'était 10h30. C'est exactement 10h30 dans les différentes salles et on se revoit au Carnotset. Je trouve ça très bien. Moi, c'est un peu tôt quand même, 10h pour le Carnotset. Il y a le soleil, on a le droit. Alors, effectivement, on est au soleil. Je voulais enlever mon fond d'écran pour vous le montrer, mais voilà. Chez moi non plus, il y a plus tout qui fonctionne bien. Donc, ah oui, je crois que je vais pouvoir le faire. Regardez ça. Je pense que ça vaut la peine. On va se rendre compte qu'Hervé est en short. On risque de se rendre compte qu'Hervé est en short. Ah, alors, de manière très peu sympathique, j'ai proposé à Hervé de quitter